Une transition toute trouvée pour ouvrir cette page consacrée aux Jeux Olympiques. On va écouter une réaction, celle de Tony Estanguet, qui est le monsieur JO. On est au lendemain de cette cérémonie d'ouverture qui nous a tant fait rêver. On est effectivement très heureux, c'était une très très belle cérémonie qui ressemblait exactement à ce qu'on a rêvé. Ça fait des années qu'on travaille dur pour mettre à l'honneur la France, les Jeux Olympiques, les athlètes. On voulait proposer une cérémonie complètement inédite, une première de l'histoire en dehors d'un stade sur la Seine. Une cérémonie avec beaucoup d'audace, avec beaucoup de messages, avec de belles surprises, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la lumière, que ce soit sur la vasque et la mise à l'honneur des athlètes. Et la question à laquelle on va répondre dans ce mini-débat, et je m'en excuse déjà auprès de nos invités, avons-nous vécu les Jeux Olympiques les plus réussis de l'histoire? Bérengère Bonte, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France Info, présentatrice du 8h30 et vous avez couvert l'actualité du sport pendant de longues années et de la politique. Donc ça fait de vous une interlocutrice privilégiée pour ce débat. Laurence Denervaux, bonsoir et bienvenue. Vous êtes directrice du Cercle de réflexion Destin commun et vous venez de publier une étude sur les Jeux Olympiques. Comment transformer l'essai? Voilà une vraie bonne question. Christophe Lepetit, bonsoir et bienvenue. Heureux de vous accueillir, vous aussi responsable des études économiques au Centre du droit et de l'économie du sport. Évidemment, Sophie Dravinel est restée à mes côtés et elle est toujours éditorialiste politique. Les jeux les plus réussis de l'histoire, est-ce que vous dites ça, Bérengère Bonte? Et ça fait un peu prétentieux, mais bon. C'est difficile de dire ça. D'abord, ils ne sont pas terminés, ça ne vous aura pas échappé. Oui. C'est difficile de dire ça. Je pense que ça restera comme des jeux extrêmement réussis pour beaucoup de raisons. On ne doit pas être loin d'une sorte de sans faute sur l'organisation, objectivement. Et Dieu sait qu'il y avait eu des doutes avant. Sportivement parlant, notamment pour la délégation française, c'est quand même un énorme succès sur la partie olympique. Et sur la partie paralympique, c'est en train de prendre le même chemin. Oui, on a dépassé aujourd'hui le record de Tokyo. C'est ça. Et puis globalement, tout ça a généré quelque chose que beaucoup de gens ont souligné, mais une atmosphère dans le pays et qui n'était pas... Ça peut paraître risible si on regarde ça d'une autre planète en se disant mais il découvre la Lune. Mais non, sincèrement, enfin, moi, pour avoir passé les 15 jours à Paris... C'était quand même objectivement tout ce qui s'est passé autour de cette vasque, tout ce qui s'est passé, enfin les audiences des retransmissions des épreuves, etc. Franchement, c'est assez spectaculaire. C'est aussi ce que disent pas mal d'observateurs étrangers, journalistes ou vous voyez, des personnalités qui ont pu participer à beaucoup de Jeux Olympiques. Moi, j'ai lu ça dans la presse étrangère. Les jeux les plus réussis de l'histoire, c'est pas juste un cocorico, parce que moi, je suis assez patriote. Ça a été ressenti ailleurs. Oui, tout à fait. En fait, la presse étrangère s'est même moquée un petit peu des Français qui s'attendaient à ce que ce soit la pagaille monumentale. Oui. Et je pense que ce qui nous donne aussi cette impression de jeu extrêmement bien réussi, ce qui est vrai, c'est qu'avant ça, on nous a quand même promis un peu l'enfer. Ça serait l'enfer. C'est le contraste. Oui. Voilà. Et en fait, il y a eu un tel contraste, en plus avec un contexte politico-économico-social très délétère. Je pense qu'on a eu une énorme bouffée d'oxygène. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de risque de sécurité. On a donné une image magnifique. Et donc, c'est vrai que je pense que les Français ont énormément adhéré à ces jeux. Et c'est vrai qu'ils ont été très réussis. La presse internationale a d'ailleurs mis la pression sur Los Angeles, qui a un concept de jeu très différent, en disant que Paris avait mis la barre très très haut. Ouais, il y avait Barcelone qui avait marqué l'opinion. Il y avait les Jeux de Sydney aussi qui avaient marqué l'opinion. Bon voilà, alors on a peut-être en tout cas c'est mon podium personnel. Vous parliez des audiences télé, 60 millions de téléspectateurs ont regardé les Jeux Olympiques sur France Télévisions. On peut aussi parler des chiffres des radios ou des journaux. Évidemment, l'équipe progression de 25 à 45%, ou alors le Parisien aujourd'hui en France, dose des ventes qui peut aller jusqu'à 50% certains jours. Et pour les Français, Laurence Denervaux, qu'est-ce qui ressort de votre étude? Est-ce que ça a été ressenti aussi comme un moment de fierté nationale quand même? Effectivement, c'est très net. Nous avons voulu capter ça à chaud, juste après la fin des Jeux Olympiques, avant l'ouverture des Jeux Paralympiques, vraiment au lendemain de la cérémonie de clôture. Ouais. Et nous avons soumis aux Français une longue liste de termes pour savoir comment ils qualifiaient leur ressenti à ce moment-là. C'était la fierté qui l'emportait de très très loin. Et si on veut un petit peu qualifier, comprendre ce qu'il y a derrière cette fierté, de quoi elle est faite, je rejoins ce que Christophe vient de dire. En fait, c'est beaucoup la surprise qui a amplifié cette fierté. La surprise d'abord de la réussite en tant que telle, le fait
d'avoir en fait déjoué les pronostics d'échec. Ça a donné un surcroît de joie, de bonheur et de fierté. Les pronostics d'échec qui étaient multiples sur tous les sujets, le sujet sécuritaire, le sujet économique, les performances sportives aussi, mais même les polémiques sur les punaises de lit. Souvenez-vous, ça paraît loin aujourd'hui. Tous ces sujets qui nous ont pollués, qui nous ont stressés peut-être. Et puis une deuxième surprise qui a été la surprise de la beauté. Ça a été extrêmement le choix puissant. des sites, des épreuves. Voilà, mais d'une certaine façon, ce qui est étonnant, c'est que ce soit une surprise. Mais on a constaté qu'en fait, les Français s'étaient laissés surprendre par la splendeur de leur capitale, de leur patrimoine, qui a été évidemment mise en valeur d'une façon exceptionnelle. Et puis le dialogue entre le sport et le patrimoine dans les sites olympiques, tout ça, ça a donné une fierté gigantesque. Une personne nous a dit, on a fait aussi des groupes de discussion, en plus du sondage, une personne nous a dit avec un peu d'humour, à Los Angeles, ils n'ont que des plages et une pancarte Hollywood. Voilà. Oui, mais faisons confiance aux Américains qui ont le sens du spectacle pour nous concocter des jeux qui sont dans leur ADN, suffisamment différents de ceux de Paris. Mais c'est vrai que ça met la pression aux Américains, Bérangère. C'est clair. Moi depuis quelques jours, j'ai eu l'occasion hier de discuter avec quelqu'un qui était dans l'équipe de conception de la candidature très en amont. Oui. Qui me disait, mais ces jeux, c'est exactement ce qu'ils ont voulu faire. Vous vous rendez pas compte, mais c'est pour ça qu'ils voulaient faire des jeux dans la ville, pour emmener les Français, pour emmener les Parisiens, pour emmener tous ceux qui étaient là. Et je disais, mais comment vous expliquez qu'il n'ait pas réussi à le faire entendre avant et qu'on ait eu ce déferlement. On a eu un bashing qui était dingue. Enfin, ça paraît simple à dire après coup, mais en tout cas, c'est une réflexion. Peut-être que c'est une réflexion de communication où il y a un petit écueil. C'est-à-dire que est-ce que c'était si compliqué pour Tony Estanguet de dire mais attendez, arrêtez quoi, arrêtez. On est en train de vous préparer quelque chose qui est dans le cœur de ville, qui va être magnifique. Je crois qu'il le disait, mais qu'on ne voulait pas l'entendre. Alors voilà, c'est une question aussi, et je veux bien prendre on prend notre part les médias, de se dire est-ce qu'on n'a pas entendu ou est-ce que pardon, mais on les entendait pas beaucoup. Alors moi on m'a répondu mais ils n'étaient pas invités. J'ai dit, ben, si on les invitait mais ils étaient débordés. Bon voilà, bref. En tout cas ce message n'était pas passé. Oui. Et c'est intéressant, je trouve. En l'occurrence, on a demandé un petit peu, on a posé un petit peu cette question aux Français et ils mettent beaucoup la responsabilité sur les médias, justement, en disant que les médias auraient alimenté et entretenu les polémiques, comme toujours, effectivement. C'est tout à fait juste, mais en tout cas, un message plus de fond qui ressort, c'est que les Français, quand on les interroge sur ce qu'ils souhaitent voir perdurer, veulent davantage un traitement positif de l'actualité. Je pense qu'on ne peut pas totalement occulter le fait que les Jeux olympiques et paralympiques ont aussi été parfois des otages, alors avec tous les guillemets qui vont bien autour de ce terme-là, du contexte politique. En fait, la droite, la gauche, le centre, tout le monde prenait à partie les Jeux en disant ça va être un échec et ça sera la faute d'Hidalgo et ça sera la faute de Pécresse et ça sera la faute de Macron. Oui. En fait, il y a eu une forme d'instrumentalisation négative autour des Jeux. Et c'est vrai que depuis le départ, depuis 2016, en fait, dans la candidature, c'est ce qu'ils voulaient faire. Alors la cérémonie sur la scène est venue plus tard, mais ils voulaient faire ça, ils ont magnifiquement réussi, et il faut quand même rendre grâce à Tony Estanguet et ses équipes d'avoir magnifiquement réussi ces Jeux. Que restera-t-il des Jeux de Paris 2024, notamment en matière de retombées économiques? Ce chiffre donné par le Comité international olympique, entre 6,7 et 11,1 milliards d'euros attendus en Ile-de-France d'ici à 2035. On verra si ça se confirme, et une autre estimation devrait être faite dans les prochains mois. Bon, pour les hôteliers et restaurateurs franciliens, le bilan, on va dire, est un peu plus mitigé. Écoutez. Si on parle chiffres, c'est vrai que les JO n'ont pas été une séquence très porteuse en termes d'activité pour nous. On a eu beaucoup de témoignages en juillet, surtout, de chute d'activité brutale, parce qu'il y a eu un bashing qui a été fait et une communication très anxiogène qui a été faite l'hiver dernier, incitant au télétravail, expliquant qu'il allait y avoir des problèmes dans les transports, expliquant qu'il valait mieux être ailleurs qu'à Paris pendant les JO. Cette communication a été portée par la région, par le ministère des Transports, par le ministère de l'Intérieur. Et malheureusement, elle a eu des effets assez négatifs sur nos commerces. Bon, tout le monde a ouvert son parapluie, quoi. Bérangère Montes, parlons de l'héritage des Jeux. Peut-être même l'héritage physique. Tiens, si on se concentre sur un département comme la Seine-Saint-Denis, qu'est-ce que ça représente ? Alors, il va falloir un petit peu de temps pour pouvoir valider complètement ça, mais manifestement... déjà en termes d'équipement sportif, ils vont ressortir de là avec 7 ou 8 piscines, avec ce fameux village olympique dans lequel il y a un certain nombre, ils vont transformer en fait ce village olympique en un certain nombre de logements
sociaux, y compris beaucoup de logements privés, qui ne trouvent pas forcément preneurs d'ailleurs, c'est un peu compliqué. Mais on va pas se retrouver avec un département rempli de stades ou de bâtiments, de ces fameux éléphants blancs, comme on dit. Moi, pour l'avoir vu ça à Sotchi, pour avoir couvert les Jeux de Sotchi en Russie, c'était à peine fini quand on est arrivé pour couvrir les Jeux. Et 15 jours plus tard, les derniers coups de peinture étaient passés. Et on savait que ça ne deviendrait plus rien. Je dis ça avec un peu de prudence parce que je n'y suis pas retournée, mais toutes les enquêtes qui ont été faites après montrent, et c'est la problématique de plein d'autres jeux. Ouais. Là, on n'a pas de bâtiments, ils ont beaucoup utilisé. Le fait de construire des structures temporaires dans la ville fait qu'on ne se retrouve pas effectivement avec des bâtiments qui sont là comme des verrues au milieu du voilà. Oui, c'est non seulement ça met en valeur les plus beaux monuments de Paris, mais en plus on ne construit pas des stades dont on ne saura pas forcément que faire après. Et pour la Seine-Saint-Denis, cette histoire de piscine par exemple est importante. Reste à savoir comment ils vont accompagner en termes ils ont une grosse problématique en Seine-Saint-Denis, qui est à peu près un enfant sur 2 qui rentre en 6e, qui ne sait pas nager. Ils étaient même pas que en Seine-Saint-Denis. C'est pas que en Seine-Saint-Denis, mais ils ont été beaucoup mis en lumière. Non, mais parce que aussi, énormément d'épreuves ont eu lieu là. Ils ont beaucoup emmené. C'est quand même le département, sans doute, qui a été le plus impliqué, je pense. Il va falloir mettre des maîtres nageurs. Il va falloir tout simplement pouvoir accompagner ça. Donc ça fait partie des questions qui vont rester, évidemment. Quel héritage politique? Tiens, je voudrais bien qu'on aborde cette question ensemble, parce que c'était aussi une parenthèse sans bagarre politique. Bon, elle est bien refermée, hein, Sophie. Il y a une personnalité qui va peut-être capitaliser sur ces Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui provoque chez vous un sentiment un peu particulier, on va dire ça comme ça. Eh bien, oui, Thomas, un peu particulier, je dois le dire, parce que en fait, Anne Hidalgo, l'hôtesse de ces Jeux, donc elle est un chat. Elle me fait penser à un chat. Et pourquoi un chat? Parce qu'on pourrait penser à Ramina Grobis au féminin, ce matou prince des chats roué, rusé. Mais c'est surtout parce qu'elle appartient à cette catégorie de personnes qui ont cette vie. Et donc Anne Hidalgo, elle a été dotée de cette vie par la nature. Alors lesquelles? Et en fait, souvenez-vous, elle était inspectrice du travail, une opiniâtre qui a débuté avec Bertrand Delanoë au début des années 2000. Elle était quand même pas très très bien placée. On l'avait vue un peu comme une carte femme. C'était pas très réjouissant. Et puis très vite quand même, elle a réussi à se construire une figure dans l'adversité, y compris face à Bertrand Delanoë. Et elle a réussi à être nommée dauphine. Et puis finalement à l'emporter en 2014 face à Nathalie Kosciusko-Morizet. Quelques années plus tard, eh bien, elle a été propulsée. Elle a réussi avec son intuition, avec sa volonté d'avancer sur les questions environnementales, mais extrêmement critiquée, extrêmement taclée, parfois pour des bonnes raisons, anti-voiture. Et pourtant, elle a réussi à rebondir. Et elle a remonté la pente d'une façon incroyable. Vous vous souvenez, ces élections, personne ne l'a donnée gagnante en 2020. Et finalement, face à Rachida Dati, elle s'en est sortie. Elle s'en est sortie de façon plutôt bien. Et puis après, c'est de nouveau la chute. Et c'est de nouveau la chute. Pourquoi? Parce que les élections présidentielles, elle a osé essayer les élections présidentielles et elle s'est vautrée vraiment 1,75%. Et son échec a été aussi retentissant qu'a été retentissante cette victoire pour les JO, parce qu'elle s'y est accrochée depuis le début. Elle était vraiment déterminée, avec Bertrand Delanoë et puis seule, face à une opposition de critiques. Elle a quand même, on peut lui dire, à mon avis, reçu une médaille d'or pour ces Jeux Olympiques. Merci beaucoup. Vous n'avez pas testé dans The Nervo les personnalités politiques, l'effet des JO sur les personnalités politiques, un petit peu? Alors, nous avons demandé aux Français à qui ils attribuaient en priorité le succès des JO. Et on a donné une liste de personnalités. Oui. Celui qui l'emporte de loin, c'est Tony Estanguet. Oui. C'est pas un politique. Évidemment. Ensuite, c'est Thomas Joly, le directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture. Joly, oui. Et loin derrière, on a touche-touche Emmanuel Macron, puis Anne Hidalgo, juste derrière le président de la République. Évidemment. Mais surtout, la plus grosse partie des Français répondent en fait personne de toutes ces personnalités. Ils considèrent que c'est plutôt un succès collectif. Oui. Et là-dessus, ils attribuent le succès d'abord aux bénévoles avant les forces de l'ordre. Donc là, Michel Barnier à l'instant a marqué des points en saluant les 40 millions de bénévoles. Hein. 40 000 bénévoles, oui. Et en creux, ce que ça dit aussi, c'est que, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, ils ont vécu ces Jeux Olympiques comme une bouffée d'oxygène, comme une trêve, alors qu'ils étaient comme épuisés, asphyxiés par une parole politique qu'ils trouvaient... trop
trop en tension. Et il y a aussi des valeurs associées à ces Jeux Olympiques. Ça, je trouve ça intéressant que les Français ont particulièrement apprécié. On peut les citer. Il y a le drapeau. Alors, les symboles républicains, ça a été la trêve politique et en même temps un temps de réappropriation symbolique. Les symboles républicains, plusieurs, et là aussi c'était de l'ordre de la surprise. Plusieurs personnes nous ont dit, mais je n'avais jamais chanté la Marseillaise et j'ai eu des poils sur les bras, comme disait cette personne, la chair de poule, avec 25 000 personnes autour de moi dans un stade. Et on l'a testé et en fait, c'est 75% des Français qui disent, oui, il faudrait davantage valoriser notre drapeau, la Marseillaise. Et ça, c'est important de le souligner, c'est un consensus transpartisan. Ça concerne autant les électeurs ou quasi autant les électeurs de LFI que du RN. Alors, sur les valeurs également, celle qui ressortait le plus, c'était l'humilité des sportifs, là aussi écho au discours de Michel Barnier à l'instant. Et la valeur du sport qu'on souhaite le plus voir appliquée davantage dans la vie politique et dans la société, c'est le respect des règles et le respect des autres. Là aussi écho au discours de notre nouveau Premier ministre. On n'a pas exactement le sentiment, Sophie Dravinel, que ces leçons ont été tirées, en tout cas à court terme, par notre classe politique depuis 10 jours. Non, pas vraiment. On n'a pas ce sentiment-là. On a l'impression d'une bulle, effectivement, de quelque chose qui est un peu hermétique. Mais là, ce qu'on peut espérer, c'est que les politiques puisent dans ce réservoir pour essayer un peu de réoxygéner leur propre fonctionnement. Oui, Bérangère Bonte, quand Anne Hidalgo décide, après est-ce qu'elle pourra le faire, mais de garder les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel, évidemment, il y a des voix qui se sont élevées pour critiquer cette décision. Moi, je ne suis pas totalement convaincu. Moi non plus. La vasque, je trouve ça super, je voudrais qu'on la garde. Sauf que c'est techniquement les anneaux olympiques, je sais, mais les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel, bref, j'ai beaucoup plus de doutes. C'est quoi ? Elle veut qu'on se souvienne en permanence à quel point ça a été un succès, et un succès dont elle peut se prévaloir. La Tour Eiffel, qui était un monument provisoire, d'une certaine façon, est resté comme un témoignage d'une époque, et un siècle plus tard. Un autre moment qui, à coup sûr, marquera l'histoire de Paris, c'est les JO. Donc c'est une façon, effectivement, de garder un vestige de ça. Mais c'est aussi c'est intéressant, effectivement, d'observer à quel point, immédiatement, le joli consensus, tout d'un coup, vole en éclats sur des choses qui ne sont peut-être pas. Mais est-ce que les leçons des Jeux Olympiques sont applicables en politique ? Vous voyez ce que je veux dire ? On en rêve tous, mais c'est pas si simple. On n'est pas dans le même domaine, bien sûr. Non, mais ça a donné, je pense, aux Français l'idée qu'ils pouvaient quand même, effectivement, réussir ensemble. Et à créer quelque chose et qu'il pouvait y avoir une atmosphère constructive et que c'était pas forcément condamné et que la vie politique et ses travers n'étaient pas forcément le lot de leur quotidien, quoi. Ouais. Je veux bien vous entendre sur l'héritage des Jeux et notamment l'héritage économique. On a vu les chiffres annoncés par le Comité international olympique avec des sommes importantes d'ici 2035. Est-ce que ça a été vrai pour d'autres Jeux olympiques ou est-ce qu'au contraire c'est souvent un puissant fond qui peut ruiner les pays ? Non, il se trouve que l'étude, c'est moi qui l'ai réalisée pour le Centre de droit et d'économie. Donc vous allez la soutenir. En parler. Mais en fait, cette étude, comme ça a été rappelé, c'est sur 17 ans, c'est pour l'Île-de-France, et ça prend en compte tout un ensemble de choses, de la phase de construction et de préparation des Jeux jusqu'à sa phase d'héritage. C'est évident qu'il y aura des effets, il faudra le documenter après, il y aura une étude qui sera faite par le ministère des Sports dans quelques mois pour pouvoir comparer, et donc on pourra voir si les prévisions étaient bonnes ou pas. Non, mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'il y aura probablement un héritage économique, mais l'accent, il a été surtout mis sur l'héritage social. C'est-à-dire comment on pouvait utiliser le sport à des fins de développement et d'amélioration de la santé publique, parce qu'il faut lutter contre la sédentarité, comment on pouvait utiliser le sport à des fins d'éducation, à des fins d'inclusion. On en parle beaucoup pendant les Jeux paralympiques en ce moment. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut amplifier, continuer, parce qu'en fait, il y a eu un gros effort de mis avant les Jeux. Donc les gens qui sont un peu loin du sport ne le savent pas forcément très précisément, mais il y a eu beaucoup de moyens, beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui ont été mises en place par le comité d'organisation, par les parties prenantes, la ville de Paris, la région Île-de-France et les autres. Il faut que cet effort qui a été mis en place avant les Jeux, qui a continué pendant les Jeux et qui a contribué à la réussite des Jeux, soit continue finalement après les Jeux. Parce que si tout s'arrête à la rentrée politique, malheureusement, il y aura peu d'effets. Et donc ça dépend très clairement de l'action du personnel politique et en l'occurrence du nouveau gouvernement. C'est une action collective. Au même titre que les Jeux sont des régions collectives, c'est une action de l'État, c'est une action des collectivités territoriales, mais également de la sphère privée. Et quand on parle de sphère privée, bien sûr des sponsors, mais aussi bien des ménages en fait, qui contribuent à l'économie du sport en général. Donc il faut poursuivre cette action collective. C'est vrai qu'il y a eu
eu des très belles choses qui ont été mises en lumière pendant ces 2 quinzaines. Il faut que ça continue parce que si on éteint la lumière maintenant, on se retournera dans 10 ans et on se dira finalement ça a été 2 parenthèses enchantées, mais ça n'a pas eu d'effet. Ouais. C'est vrai aussi, les Jeux paralympiques sont en train de se terminer, Bérengère Bonte. On espère, on y consacrera d'ailleurs un débat complet la semaine prochaine, on espère que notre regard, le regard de la société française peut changer, évoluer grâce à ces Jeux. Déjà, on peut parler de la couverture médiatique, le fait que France Télévisions donne autant de place aux Jeux paralympiques qu'aux Jeux olympiques. Ça fonctionne apparemment. Ça fonctionne, les audiences sont bonnes. On regarde des épreuves qu'on soupçonnait peut-être pas regarder il y a quelques années. Non, il y a un enjeu important là-dessus. Moi, j'avais cette petite crainte, et c'est vrai que parfois au moment des Jeux olympiques, il y a, disons-le, un peu de bons sentiments à se dire. Et surtout, moi, le truc qui m'agace souvent, c'est d'oublier que ce sont avant tout des sportifs et de regarder. C'est vrai qu'ils ont tous des histoires personnelles très fortes et beaucoup de résilience. Mais ils sont là parce que c'est des fichus athlètes, quoi. Enfin, c'est vraiment des... Et dans un moment, dans un match où c'est tendu et où il faut... C'est exactement la même problématique qu'un sportif. C'est pas se voiler la face que de dire ça. Mais je trouve que... Bien sûr, ce sont des athlètes. Je suis allé à Roland-Garros voir le para-tennis. Voilà, le tennis. Je me suis demandé, parce que moi, j'ai pas trop mal joué au tennis, qu'est-ce que je donnerais en pouvant courir, qu'est-ce que je donnerais face à l'un de ces athlètes? Moi, j'ai eu le plaisir de jouer contre Stéphane Houdet. Donc moi, sur mes 2 jambes... Stéphane Houdet, c'est le grand champion français. Lui, assis. Alors, je ne suis pas pro, il l'est. Mais j'ai pris 6-0, 6-0. Et il a 2 rebonds. Alors on pourra dire que voilà, parce qu'en fait, donc en fauteuil, eux, ils ont les uns les autres des 2 côtés 2 rebonds. Moi, je n'en avais qu'un, mais je n'ai jamais réussi à construire un point. J'ai dû avoir 2 balles de break, je crois, sur 6-0, 6-0. Quoi. Voilà. Et donc, ça répond à ma question. Voilà. Et la puissance de son service assis, il n'y a pas photo non plus. Quoi. Voilà, on va terminer là-dessus sur une anecdote personnelle. Merci beaucoup. Et encore une fois, désolé, je m'excuse vraiment en vous regardant les uns et les autres. C'était un débat beaucoup trop court, mais voilà, je sais que vous participez régulièrement à nos émissions, donc on aura d'autres occasions de se retrouver. Merci Sophie, et à la semaine prochaine évidemment. À très bientôt sur Public Sénat. Merci de votre fidélité à notre émission. Voilà, les audiences progressent saison après saison. On va essayer d'être à la hauteur encore cette saison. Je vous dis à lundi 18h-22h. Salut. Ou revoir votre programme sur publicsénat.fr.